Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la victime d'un ou d'une pervers narcissique. Aujourd'hui, et heureusement, la vulgarisation des pervers narcissiques permet d'en parler. Cependant, beaucoup de personnes croient en avoir été les victimes et n'ont pas conscience que les vraies victimes, elles, développent de vrais traumatismes qui perdurent dans leur vie. Une victime est une personne qui subit un préjudice provoqué par un fait quelconque. Le préjudice peut être corporel, blessure, infirmité, matériel, dégradation, destruction, morale, atteinte à l'honneur. Savez-vous qu'une personne qui réchappe à l'emprise d'un ou d'une pervers narcissique va développer les mêmes troubles post-traumatiques qu'une personne ayant subi un attentat par exemple? J'y vais un peu fort, non? Eh bien, pas tant que ça. Le trouble du stress post-traumatique est un état de santé mentale qui est déclenché par un événement terrifiant, soit en le subissant, soit en étant témoin. Avoir vécu avec une personne toxique pendant un long moment, et vous aurez sans doute les différents symptômes post-traumatiques qui peuvent être classés en 4 catégories. La victime, pour survivre psychiquement à ce stress qu'elle a subi, va souvent développer 4 types de symptômes. La reviviscence, c'est une action de revivre les scènes. L'évitement, donc on évite forcément ce qu'on a vécu. Les altérations négatives persistantes dans la cognition et l'humeur, comme par exemple la honte, et l'hyperréactivité, comme par exemple être à fleur de peau ou hypersensible émotionnellement. On appelle cela souvent un stress post-narcissique. Et dans cette vidéo, on va voir 18 souffrances qui peuvent rester après avoir été en contact avec un ou une pervers narcissique. Vous pouvez avoir plus de symptômes lorsque vous êtes stressé en général ou lorsque vous rencontrez des rappels de ce que vous avez vécu. Par exemple, vous pouvez voir un reportage sur une agression sexuelle et vous sentir submergé par les souvenirs de votre propre agression. Les symptômes de souvenirs intrusifs peuvent inclure le souvenir pénible, récurrent et indésirable de l'événement traumatique. Dans la position de victime, on ne peut pas se défaire de ce que l'on a vécu. Quand je dis position, c'est que cela peut évoluer à ce que la personne qui a subi des violences ne se sente plus victime mais acteur de sa vie. Et schématiquement, la clé pour réussir passe par la revalorisation de soi et en se laissant le temps de se reconstruire. Revivre l'événement traumatique comme s'il se reproduisait, ce que l'on appelle des flashbacks. C'est comme dans les films. On a tous en tête le vétéran du Vietnam qui revient avec des flashbacks, et bien ici c'est le même processus. Cela survient brusquement sans que l'on ne demande. Cela peut être à cause d'un bruit, d'un objet, d'un lieu, d'un événement. Rêve bouleversant ou cauchemar à propos de l'événement traumatisant. Détérioration de l'état de santé physique. L'état de stress subi sur une période prolongée a des répercussions sur le bien-être physique des victimes. Difficultés liées au sommeil, à l'alimentation, perte d'énergie, le système immunitaire en pâtit également. Les victimes peuvent également souffrir de différents problèmes de santé associés au stress, tels que le syndrome de douleur chronique, les problèmes cutanés ou digestifs, des maux de tête fréquents. La détresse émotionnelle grave ou réaction physique à quelque chose qui vous rappelle l'événement traumatisant. Cette détresse survient lorsque l'on repense à ce qui s'est passé et que l'on conscientise que c'était insoutenable, intolérable et que cela apporte un sentiment de honte, honte d'avoir laissé les choses faire et honte de n'avoir pas pris la gravité quand ça s'est passé. Les comportements d'évitement. Les symptômes d'évitement peuvent inclure essayer d'éviter de penser ou de parler de l'événement traumatisant. Cela est tellement tabou que l'on ne doit pas en parler. Généralement, cela englobe par exemple les secrets de famille. Évitez des lieux, les activités ou les personnes qui vous rappellent l'événement traumatisant. Vous comprendrez aisément que les personnes qui ont été victimes ont du mal à sortir de leur cocon protecteur qui se situe souvent chez eux. Changements négatifs dans la pensée et l'humeur. Ceux-ci peuvent inclure la pensée négative sur vous-même, les autres et le monde. Un sentiment de désespoir face à l'avenir. Des problèmes de mémoire, y compris ne pas se souvenir d'aspects importants de l'événement traumatique. Des difficultés à maintenir des relations étroites. Se sentir détaché de sa famille et de ses amis. Un manque d'intérêt pour les activités que vous aimiez autrefois. Une difficulté à ressentir des émotions positives et se sentir émotionnellement engourdi. Le quatrième point, les changements dans les réactions physiques et émotionnelles. Ceux-ci peuvent inclure être facilement surpris ou effrayé, être toujours sur ses gardes face au danger, et si l'on se sent en danger constamment, c'est très fatigant. Comportements autodestructeurs comme boire trop ou conduire trop vite, des troubles du sommeil, des problèmes de concentration,
une irritabilité, accès de colère ou comportement agressif, et une culpabilité ou honte écrasante. Allons maintenant dans le cerveau d'une victime. La victime d'un ou d'une pervers narcissique va revivre sans cesse les souvenirs traumatiques qui l'ont marqué. Au contraire des souvenirs non traumatisants, le souvenir traumatique ne suit pas la procédure habituelle d'analyse et de mise à distance dans la mémoire. En effet, l'intensité de l'événement serait telle qu'elle provoque une hypermnésie sur le plan émotionnel, tout en gênant la constitution de la mémoire épisodique qui permet de verbaliser et conscientiser ce qui survient. Cette modification peut parfois conduire à des amnésies partielles sur la façon précise dont l'épisode s'est déroulé. A posteriori, cette altération de la constitution de la mémoire rend l'individu incapable de mettre l'événement à distance par la parole ou la conscience. Seules les émotions ressurgissent avec une puissance similaire à l'événement initial. Par exemple, de la femme qui accouche. Durant cet événement, d'un accouchement par voie basse, malgré des douleurs terribles, bon nombre de femmes minimisent ce temps de douleur. Car au niveau émotionnel, le bébé qui arrive va court-circuiter tout ce qui s'est passé, les moments très difficiles, car émotionnellement, donner vie à un bébé est très important. Il y a une hypermnésie émotionnelle, le bébé est dans les bras, et une amnésie partielle, c'est-à-dire toutes les douleurs qui ont été subies vont généralement laisser moins de traces que le bonheur qui arrive. Un deuxième exemple qui est moins gai, si une femme a subi un traumatisme sexuel, elle va avoir énormément de mal à dire comment ça s'est passé, car l'amnésie partielle fait son travail. Cependant, l'hypermnésie émotionnelle fait que, quand elle va en parler, elle va revivre cette situation. Après un événement traumatisant, les tentatives de suppression ou l'évitement du souvenir conduisent parfois paradoxalement à augmenter la résurgence. Plus on essaie de supprimer ou d'éviter ce souvenir, plus il va revenir en force. Afin de minimiser ce mécanisme, il est nécessaire de recontextualiser le souvenir, afin qu'il puisse être dissocié et placé à distance des émotions initiales qui lui sont attachées. Il faut pouvoir tendre à diminuer l'hypermnésie émotionnelle et augmenter le souvenir qui va constituer la base de la mémoire qui va permettre d'évacuer ce trop-plein d'émotions. Il est recommandé d'être suivi par un professionnel de santé, particulièrement un psychiatre ou un psychothérapeute, afin de vous accompagner dans le processus de soins de votre stress post-traumatique. Il pourra en particulier vous proposer une thérapie cognitivo-comportementale. J'ai fait une vidéo dessus la semaine dernière, n'hésitez pas à la voir ou à la revoir. Il existe aussi une thérapie qui est à mi-chemin entre une thérapie et une séance d'hypnose, et des thérapies de groupe peuvent être indiquées. Elles fournissent aux victimes un soutien de stress post-traumatique, car souvent il y a de l'incompréhension et de la solitude. Suite à tous les symptômes que l'on a vus, il peut y avoir aussi un traitement de prescrit. Ceux-ci auront pour but de soulager un état dépressif ou anxieux, ou de soulager des insomnies s'il y en a, mais en tout cas et dans la plupart des cas, afin de se remettre d'un stress post-traumatique, il faut envisager un accompagnement psychologique dans la durée. Je le dirai jamais assez, mais sortir des griffes d'un ou d'une pervers narcissique équivaut à être rescapé et à avoir frôlé la mort de très près. Souvent, il y a eu des violences physiques, sexuelles, mais toujours à 100% des violences psychologiques. La violence psychologique peut entraîner 8 manifestations. De la souffrance émotionnelle, perte de confiance et d'estime de soi, anxiété, crise d'angoisse ou de panique, tristesse, honte, culpabilité, tension intérieure, stress, colère, désespoir, etc. Elle entraîne de la confusion. La violence conjugale se produit dans un cycle qui fait en sorte que la situation n'est pas toujours la même. La victime passe de moments de tension où elle ne sait pas trop ce qui se passe, à des moments où la violence éclate, et à des moments d'accalmie où le conjoint s'excuse. Il est donc normal de voir la victime passer de moments où elle voit plus clair dans la situation à des moments où elle doute d'elle-même et où il est très difficile de lui faire percevoir la violence qu'elle subit. La manifestation qui nous intéresse ici aujourd'hui est le stress post-traumatique. Autre manifestation, la détérioration de l'état de santé physique. On peut voir aussi apparaître des blessures physiques. La plupart du temps et au début, le bourreau ne laisse aucune trace. Ecchymose des fractures, des dents cassées, une perforation de tympan, des commotions cérébrales, etc. Les blessures infligées aux victimes peuvent être très sérieuses, comme c'est le cas des lésions cérébrales traumatiques causées par des commotions cérébrales répétées, et peuvent bouleverser la vie des victimes à long terme et, vous le savez, entraîner la mort. La victime, dans un processus de honte, va cacher ses blessures physiques, que ce soit avec du maquillage ou en refusant de sortir lorsque les ecchymoses sont trop importants. Altération des liens avec les proches. La violence conjugale affecte négativement le réseau social de la victime. L'isolement est souvent très important. L'altération des relations avec les enfants s'il y en a.
L'agresseur prend tout le pouvoir dans la famille, tandis que la victime n'en a presque plus. Ce déséquilibre affecte beaucoup les enfants et les adolescents, qui réagissent souvent en refusant l'autorité de la victime. Le déséquilibre familial peut aussi faire en sorte que certains enfants se sentent le devoir de protéger la victime, ce qui peut devenir très dangereux pour eux. Et enfin, une perte financière, pauvreté et exclusion sociale. La violence conjugale coûte très cher aux victimes. Frais d'avocat, frais de déménagement et de réorganisation, traitements médicamenteux, congés maladie, incapacité de travailler de façon prolongée ou permanente, etc. La pauvreté guette souvent les victimes de violences conjugales, et ce, peu importe le statut social d'origine ou leur scolarité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dorénavant, quand vous parlerez ou entendez cette phrase « j'ai été victime d'un ou d'une pervers narcissique », comprenez tout ce qu'il y a derrière, surtout dans la souffrance. Portez-vous bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à très vite.